Je crois qu'il faut comprendre, je crois qu'un des gros problèmes actuellement, moi j'étais très pro-européen, je faisais partie d'un parti de Robert Schuman, de Giscard d'Estaing, Jean Le Canuet, j'ai toujours combattu pour l'Europe. Mais je suis obligé de constater qu'il y a une dérive administrative de la part de la Commission européenne qui est terrible et que cette dérive administrative est complètement contrôlée par les réseaux américains. Il faut savoir, et là vérifiez-le, alors on ne peut pas le prouver parce que personne ne peut nous le dire, mais quand vous analysez bien les nominations de chaque commissaire européen de tous les pays, peut-être en rigueur celui de Hongrie, vous vous rendez compte que tous ces commissaires européens doivent être validés par les Américains. Ils sont tous pro-américains, tous. C'est terrible. Vous avez un grand continent comme l'Europe, enfin, qui est porteur d'histoire, qui est une grande puissance économique, même si ce n'est pas une grande puissance militaire, mais c'est une grande puissance économique, c'est porteur d'une histoire. L'Amérique n'est que le succédané de ce qu'était l'Europe. Eh bien, vous avez, ce qui est complètement fou, vous avez, comment ça fait-il, une petite équipe de fonctionnaires qui a pris en main la décision, qui prend en main les décisions de l'Union européenne, complètement contrôlée par les Américains. On le voit encore très bien avec la nomination d'une Américaine du cabinet d'Obama. Obama, n'oubliez pas, qui était peut-être un bon président aux États-Unis, mais qui était le président le plus anti-européen que l'on connaisse, qui considère pratiquement l'Europe, lui, il s'intéressait à l'Asie, il considère l'Europe un petit peu comme une colonie. Eh bien, vous avez les commissaires européens, Mme Ursula von der Leyen, Thierry Breton, qui décide de mettre à Mme Vestager, qui décide de mettre au poste le plus important de la concurrence une Américaine, qui vient en plus de ça, qui était à l'époque au service des lobbies américains. Et c'est là que vous vous rendez compte à quel point, si vous voulez, il y a une dérive. Les Américains sont nos partenaires, personne ne le conteste. Mais nous ne sommes pas les serviteurs des Américains, nous ne sommes pas les larbins des Américains, nous ne sommes pas une colonie des Américains. Et le problème, c'est qu'avec la Commission européenne, nous nous transformons en une commission, nous nous transformons en une sorte de colonie européenne. Je dis ça et je profite pour faire un petit digression là-dessus. C'est qu'on se rend compte, et c'est plutôt la fin du XXe siècle et le début, et tout le XXIe siècle qu'on vient de vivre, enfin les 23 ans de XXIe siècle qu'on vient de vivre, on se rend compte que les organisations internationales ont pris un pouvoir énorme. C'est-à-dire que beaucoup de pays ont transféré leurs compétences, c'est-à-dire les compétences des peuples, parce que c'est les peuples qui élisent les chefs, c'est les peuples qui élisent les présidents, c'est les peuples qui élisent les parlementaires. Eh bien, toutes ces compétences, de façon administrative, ont été transférées à beaucoup de structures, que ce soit l'OMS, que ce soit l'ONU, que ce soit l'UNESCO, que ce soit la Commission européenne, que ce soit le nombre de structures internationales qui fait que petit à petit, les États n'ont plus les compétences, sont transférés à ces organismes internationaux. Alors, si ces organismes internationaux, et moi j'en ai connu, j'étais à l'OSCE, j'étais au Conseil d'Europe, et j'étais aussi membre de la COSAC. La COSAC, c'était toutes les commissions des affaires européennes des 28 pays. Si ces structures-là étaient vraiment l'émanation des peuples, on serait d'accord. Mais on se rend compte que, on le constate depuis des 20-25 ans, que toutes ces structures administratives, toutes ces grandes organisations internationales sont prises en compte par une administration qui est complètement déconnectée des peuples, complètement déconnectée des pays. Et en fait, on se rend compte que les pays n'ont plus de poids dans ces instances. Justement, vous étiez un des rares, je crois même le seul parlementaire à faire partie de toutes ces structures. Vous étiez des structures, assemblées parlementaires. Hein. Voilà, toutes ces structures. Vous étiez UDF, c'est-à-dire quand même, c'est la famille, on peut dire, la démocratie chrétienne, la famille européenne, quoi. C'est elle qui est en avant-garde. Et quand vous voyez ce vers quoi tend l'Union européenne, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, c'est pas le fédéralisme qu'on a voulu? Ah non, mais reprenez, moi je suis très Robert Schuman. Qu'est-ce que disait Robert Schuman? Et en plus de ça, moi je ne l'ai pas connu, j'étais trop jeune, mais j'ai connu des anciens qui travaillaient avec moi au parti, notamment, qui étaient du MRP, qui avaient bien connu Robert Schuman. Ils étaient restés à la phrase de Robert Schuman. Robert Schuman disait ça, il voulait surtout éviter la guerre entre l'Allemagne et la France. Et il disait surtout, créons des solidarités concrètes. Mais mes amis qui avaient bien connu Robert Schuman, chaque fois me disaient, Robert Schuman qui était français et allemand, il avait été les deux. Rappelez-vous, c'était une histoire tragique qu'il a vécue. Il était surtout pour que les nations gardent leur pouvoir. C'est-à-dire que les pères fondateurs européens, c'était Adenauer, allemand, c'était Gasperi, l'italien, c'était Robert Schuman, le français. Tous d'ailleurs
qui était de pensée démocrate chrétienne, qui était un peu et l'Europe était l'expression de cette pensée démocrate chrétienne. C'était un peu une pensée vaticane. Ce qui ne veut pas dire aussi ça a arrangé les Américains, parce que les Américains avaient commencé à s'intéresser à l'Europe dès le début du XXe siècle. Enfin, on n'avait pas de lien avec les Américains, même si la fête était là-bas, c'est un peu l'histoire, mais globalement, avant le 20e, début du XXe siècle, où les Américains, la première fois, sont venus en Europe pour nous aider à gagner la guerre du 14, en fait, en plus, leur armée n'a pas été très utile, mais enfin, c'était symbolique, même s'il y a eu beaucoup d'Américains qui sont morts, donc il ne faut pas du tout négliger ça. Mais surtout, c'est là qu'on a vu que l'Amérique, dans sa conception du monde, a commencé à s'intéresser à l'Europe et a voulu une Europe qu'elle façonne à sa façon. Et il s'est trouvé qu'après la guerre, les pères fondateurs de l'Europe, plutôt culture vaticane, plutôt démocrate chrétien, étaient pour faire l'Europe. Et il s'est trouvé qu'avec la réflexion et la stratégie américaine, les choses allaient ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de conjonction de volonté faisant une Europe. Sauf qu'on s'est rendu compte très vite que la volonté américaine n'était pas de faire une Europe pour les Européens, était de faire une Europe qu'elle contrôle, de faire une Europe qui était son marché, de faire une Europe sur laquelle elle a imposé et son style de vie, de faire une Europe dans laquelle elle a imposé sa communication, de faire une Europe dans laquelle elle a imposé des produits, et ses produits à vendre, le Coca-Cola, pour ne prendre que l'exemple du Coca-Cola. Et l'Europe est devenue pour les Américains une énorme machine, puissance économique. Le problème qu'on a actuellement, à l'heure actuelle, avec les Américains, c'est qu'au lieu d'être des partenaires, que ce soit la France comme la Commission européenne, nous sommes en fait des annexes et enfin, je ne dis pas les serviteurs, le mot n'est peut-être pas utilisable, mais nous sommes pratiquement occupés par la culture américaine, par les réseaux américains, par la puissance américaine. Vous savez, à Bruxelles, moi, quand j'y allais, j'étais vice-président de la Commission des affaires européennes, donc j'allais régulièrement. Qu'est-ce que je constatais? Évidemment, il y avait les politiques, il y avait les parlementaires qui ne pèsent pas grand-chose. Mais que surtout, qu'est-ce qui pesait? C'était les grands cabinets anglo-saxons, c'était McKinsey, c'était Berger, c'était toutes ces structures de réflexion qui avaient beaucoup d'actions sur les fonctionnaires, qui sont de bons fonctionnaires d'ailleurs européens. Et ce qui faisait que les politiques qui arrivaient, quand vous avez un conseil des chefs d'État européens, eh bien, vous avez le chef d'État, il arrive, mais il sort de son pays. Or, quand vous arrivez à Bruxelles, vous avez des gens qui sont intelligents, des gens qui ont réfléchi avant vous, des gens qui ont une vision beaucoup plus générale, et vous vous rendez compte que petit à petit, cette vision générale des fonctionnaires, eh bien, elle s'impose à la politique. Et ça, je crois que c'est vraiment la grande faiblesse actuellement que l'on a de cette dérive de la Commission européenne. Vraiment, c'est-à-dire que c'est la prise de pouvoir par une forme de bureaucratie, par les commissions européennes, d'en fait, de toute la démocratie européenne. Et je regrette parce que les fondateurs de l'Europe ont toujours considéré la nécessité d'avoir une commission européenne qui était justement le rôle d'impulsion, qui était quelque chose qui poussait d'ailleurs. Et la Commission européenne, dans son histoire, pour ne prendre que lorsque Delors était le président, a eu un grand rôle d'influence, a eu un grand rôle de stimulation. Sauf que petit à petit, cette Commission européenne est devenue maintenant une sorte de pouvoir et complètement coupée de la réalité des peuples, qui sort ses propres textes. Moi, quand j'étais parlementaire, je découvrais des textes, mais c'était effarant. Effarant ce qu'on découvrait. Et c'est le problème. Par exemple, quel type de texte, par exemple? Je ne sais plus, j'ai plus des textes, mais enfin, c'était complètement fou. On découvrait des choses. Alors, on a la capacité de réagir. Ça aussi, il y a des commissions des affaires européennes qui existent au Sénat, à l'Assemblée. Je les trouve un peu endormies parce que sur beaucoup de choses, elles auraient pu réagir. Elles auraient pu réagir sur la prise de pouvoir. Est-ce que ce n'était pas notre faute aussi? Parce que mais moi, bien sûr, c'est la faute des pays. Moi, je me rappelle. C'est la faute des parlementaires. Mais bien sûr. Voilà, on envoyait les perdants. Le fait que Mme von Leyen décide d'acheter des milliards de vaccins sans que les procédures aient été acquises, le fait que Mme von Leyen n'arrête pas de donner de l'argent à l'Ukraine sans que ce soit voté en France, mais est-ce que vous avez fait? Demandez simplement à un parlementaire, demandez au Sénat ou à l'Assemblée, quel est actuellement le coût total de l'argent qu'on a donné à l'Ukraine? On ne le sait pas. Parce que d'abord, c'est l'argent qu'on donne à l'Ukraine est sur plusieurs lignes budgétaires. Deuxièmement, il faut savoir que quand Mme von Leyen, comme là, elle vient de donner, je ne sais plus combien de millions à la Tunisie, automatiquement, la France donne 17% de cette somme. Quand elle envoie sans consulter personne, je ne sais plus combien de milliards à l'Ukraine, sans consulter personne, eh bien, les Français vont payer 17% de cette somme-là. Et cette somme-là, si vous voulez, ben, ce sont des dettes pour l'avenir. Ça fait partie non seulement des 3 000 milliards, mais des milliards en plus qu'on va avoir à payer. Et c'est là où je dis qu'un des gros problèmes de l'Europe à l'heure actuelle, c'est qu'on a laissé prendre trop d'importance à la Commission européenne, qui était un élément fondamental de construction de l'Europe. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, mais dans ces cas-là, il faut partir, il faut faire comme les Anglais. D'ailleurs, les Anglais l'ont fait.
Il faut faire une sorte de Frexit. Non, moi, je n'ai pas cette thèse. Je considère qu'il faut que les différents pays, c'est-à-dire que le Conseil européen retrouve son pouvoir, qu'il y ait une réforme pour ramener le rôle de la Commission à son rôle d'impulsion et non plus à son rôle de décision. C'est intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant ce que vous dites parce que les souverainistes disent il faut en sortir parce qu'on ne peut pas changer ça de l'intérieur. Mais vous dites que les États peuvent quand même reprendre le contrôle. Mais bien sûr, mais les États ont tout pouvoir. Les États d'abord sur beaucoup de choses. Le problème, c'est que les États aussi ont participé à cette prise de pouvoir de la Commission. Hein, sur l'affaire des vaccins, sur l'affaire d'Ukraine, on l'a laissé faire. Si on avait des États qui étaient très patriotes, si on avait des États qui revenaient à la pensée de Robert Schuman, comme quoi les nations doivent être sauvegardées et doivent être les acteurs de l'Union européenne, s'ils revenaient à tout cela, eh bien, les États pourraient ramener le rôle de la Commission qui est nécessaire à un rôle d'impulsion, un rôle de réflexion, mais non pas un rôle de décision comme elle a maintenant. Elle décide de tout. Est-ce que ça veut dire que, voilà, on va dire que Mme von der Leyen veut donner 10 milliards à l'Ukraine. Si M. Macron dit, voilà, nous nous opposons à ce don des 10 milliards à l'Ukraine, ces 10 milliards n'iront pas à l'Ukraine? Est-ce que mais non, c'est-à-dire que le Conseil européen le décidé. Le Conseil européen a décidé. On a un Conseil européen de 28 chefs d'État. Le problème du Conseil européen, j'avais travaillé à l'époque quand j'étais sénateur, alors je ne veux pas être méchant avec le Conseil européen. On avait travaillé avec le secrétaire général, j'avais contacté des anciens secrétaires généraux du Conseil européen, parce qu'ils ont une structure à part, vous savez, il y a la structure de la Commission européenne, et puis il y a les fonctionnaires du Conseil européen qui sont déjà intelligents. On a eu un Français qui s'appelait De Boissieu, le président. On a eu également un grand ambassadeur qui était un certain temps dans ce poste-là. Mais qu'est-ce que vous vous rendez compte? C'est que qu'est-ce qui se passe? Toutes les décisions du Conseil européen sont prises évidemment par les chefs d'État. Mais les chefs d'État, ils arrivent de leur pays. Ils n'ont pas eu le temps de préparer les dossiers. Ce sont les différentes sous-commissions, commissions d'ambassadeurs de chaque pays, plus les fonctionnaires, qui en fait préparent les décisions. Et très souvent, d'ailleurs, ce qu'on m'a raconté, je crois que c'était Juncker, à l'époque j'étais assez ami avec Juncker, c'était le président de la Commission, il me disait, un des problèmes du Conseil européen, c'est que c'est souvent le café du commerce. Et donc, c'est le secrétaire général qui a préfet la synthèse de saute et choisit un peu les décisions, sauf quand c'est des décisions très fortes qui sont proposées. Et deuxième élément, ce que me disait Juncker, il me dit le problème, c'est que c'est un peu, je veux dire, les gens se retrouvent, ils parlent de beaucoup de choses, ils parlent évidemment des sujets qui les concernent. Mais il disait, nous, la Commission européenne, dès qu'on voit une faille, eh bien, on rentre dedans et on prend le pouvoir et on progresse. C'est Juncker, le président de la Commission, qui était avant Mme von der Leyen, c'était un de mes amis, il me racontait ça. Et donc, on ne s'est pas rendu compte que quotidiennement, à chaque chose, chaque fois, cette progression du pouvoir de la Commission européenne a fait que la Commission européenne est sortie de son rôle d'impulsion et son rôle, si vous voulez, de conseil pour les chefs d'État et a pris le rôle maintenant, est devenu carrément un Conseil européen, c'est elle qui décide tout. Et le Conseil européen, on le voit très souvent, valide et entérine ce que décide la Commission européenne. Voilà. On a l'impression que c'est un peu comme en France, c'est-à-dire qu'en France aussi, on a l'administration qui a pris le pouvoir sur le politique, pour le coup. L'administration a la compétence, l'administration a l'intelligence, l'administration sont des gens quand même de qualité, aussi bien l'administration européenne que notre administration française. Mais c'est vrai que quand vous avez en face des politiques qui ne travaillent pas, des politiques qui n'ont pas les compétences, des politiques qui je veux dire, survolent un peu les problèmes, eh bien, automatiquement, c'est l'administration qui dirige. Mais ça, c'est dans tous les pays, c'est toujours été comme cela. Dans l'histoire, c'est toujours la même chose. Hein. Je crois que c'était Maurras qui disait les ingénieurs de la politique. Oui, il disait d'ailleurs, lui, il ne faut plus les politiques, il faut les ingénieurs de la politique. Les ingénieurs de la politique, c'est en fait les fonctionnaires. Mais les fonctionnaires, on a besoin. C'est des gens de qualité, c'est des gens qui sont. Oui, mais pas quand ils prennent le pouvoir. Mais il faut avoir. Connaissez-vous le nom des ministres actuellement? Combien connaissez-vous? Pas beaucoup. On connaît un peu le maire. Connaissez-vous les autres? C'est compliqué, ouais. Ce sont des gens inexistants. Comment voulez-vous? Et puis des gens, très souvent, on les voit peut-être pleines de bonne volonté, mais des gens, on sent très bien qu'ils n'ont pas la compétence.